Merci à tous, bonjour et merci pour l'invitation. Je vous remercie, je représente le Sud sur cette session d'amylose cette année. Je remercie Thibaut pour l'invitation. Alors, j'ai la tâche de vous développer les marqueurs cardio-cliniques et l'échographie. Lourde tâche car on pourrait parler pendant très longtemps. Alors, tout d'abord, le dépistage cardiologique précoce, c'est quoi? C'est en premier lieu un interrogatoire très bien mené. Il faut que, d'un point de vue de la pratique clinique, vous ayez un interrogatoire poussé, approfondi, en recherchant tous les petits paramètres cliniques qui vont vous mettre sur la piste d'une amylose. Le problème, on vous l'a dit, c'est le dépistage précoce. L'amylose, pour les cardiologues, ressemble de très très près à ce qu'on vit tous les jours, des cardiopathies hypertensives, des malades âgés avec des troubles du rythme, des troubles de conduction. L'amylose mime complètement notre patientèle. Par conséquent, le plus souvent, le cardiologue aura tendance à ne pas penser à l'amylose, et c'est pour cette raison qu'il faut communiquer sur l'amylose cardiaque. Alors, on va rechercher l'interrogatoire de l'insuffisance cardiaque chronique. On va rechercher d'abord de l'asthénie, de la dyspnée d'effort, de la fatigabilité, des patients avec des symptômes d'insuffisance cardiaque congestive. L'interrogatoire et l'examen clinique et paraclinique cherchera une hypertrophie cardiaque, qu'on aura mis bien sûr le plus souvent sur le compte d'une hypertension artérielle, quelques petites fuites valvulaires, un épisode ou deux d'épanchement péricardique. Vous allez chercher à l'interrogatoire des syncopes, des lipothymies, des problèmes de conduction cardiaque ou électrique. Et enfin, vous allez, dans l'histoire clinique du malade, l'interroger concernant les traitements de son insuffisance cardiaque, car on va le voir très souvent, dans l'amylose, certains traitements comme les bêta-bloquants ou les IEC sont assez mal tolérés. Alors tout d'abord, l'électrocardiogramme doit vous faire tilter sur le diagnostic d'une amylose. Vous contrastez un patient avec une hypertrophie ventriculaire gauche avec pourtant un électrocardiogramme qui n'a aucun stigmate d'hypertrophie ventriculaire gauche, qui a tendance microvoltée, décrite ici par des ondes R et des flèches inférieures à 6 mm dans les dérivations périphériques. Vous avez un aspect souvent de pseudonécrose en territoire antéroseptal de V1 à V4, qui est en fait tout simplement lié à l'hypertrophie du bourrelet septal, qui va en fait changer le vecteur électrique cardiaque, qui va faire en sorte de mimer une séquelle d'infarctus. Raison pour laquelle très souvent les patients, dans leur histoire cardiaque, ont déjà eu une exploration angio-coronarographique, car le cardiologue a pensé à une séquelle d'infarctus. Exploration coronarographique qui, de surcroît, le plus souvent est négative, mais certaines fois, nos patients avec une amylose cardiaque peuvent aussi être coronariens. C'est fréquemment associé tout de même. Vous allez rechercher également des troubles du rythme et des troubles de conduction. Alors les troubles du rythme, vous voyez, ce patient présente une fibrillation atriale, il a un rythme irrégulier à complexe QRS fin, et une fibrillation atriale, c'est un quart de notre patientèle de plus de 80 ans. Ce n'est pas du tout étonnant de retrouver chez un patient âgé ou moins âgé, puisque vers 60 ans, on a à peu près 10 à 15% de la population avec une FA, ce type de trouble du rythme. Mais il faut le noter. Vous allez également rechercher, et ça j'insiste énormément sur cette partie-là, le trouble de la conduction. Pourquoi le trouble de la conduction? Parce que vos malades avec des amyloses vont mourir souvent de causes cardiaques, notamment toutes les amyloses AL, on le sait, et notamment de causes conductives, avec des blocs auriculo-ventriculaires sans échappement, puisque le myocarde est infiltré, par conséquent, les systèmes de sauvegarde myocardique cellulaire ne se mettent pas en place, et vous avez donc à ce moment-là une absence d'échappement derrière des blocs et des patients qui font des asystolies au domicile, voire même des grandes bradycardies qui évoluent rapidement vers un coma, une acidose et un décès au domicile. Par conséquent, on aura l'exploration électrophysiologique très facile chez ces patients-là. Le moindre trouble conductif doit vous amener à faire une exploration du faisceau de His, à aller au-devant des problèmes conductifs chez ces patients. Vous le voyez, la proportion, ces chiffres d'incidence sont tirés d'un article de revue d'un article américain de 2012, et donc ces incidences sont quand même pas négligeables dans cette population. Concernant maintenant la biologie cardiaque, nos deux biomarqueurs sont le NT-proBNP ou le BNP et la troponine, et ces deux marqueurs en fait vont servir surtout de marqueurs de sévérité et de marqueurs pronostiques, puisque pour avoir ce type de marqueur, il faut une certaine souffrance myocardique. Donc il faut une certaine infiltration myocardique de la contrainte pariétale. Ça veut dire que vous êtes déjà bien en avant dans la maladie et vous n'êtes pas sur une phase de dépistage précoce avec ces biomarqueurs. L'échographie, enfin. L'échographie a pris une place très très importante dans les amyloses cardiaques depuis ces 3 à 5 dernières années, pour les raisons que je vais vous énoncer. D'abord, depuis très longtemps, on connaissait l'amylose cardiaque sous la forme d'une hypertrophie, et on disait à l'époque, et on le dit toujours,
qu'il y avait une hypertrophie ventriculaire gauche concentrique avec un aspect granité brillant. Alors, certes, oui, seulement cet aspect-là est fréquemment retrouvé. Cette étude dans le JACC nous a montré que l'œil du cardiologue est incapable de dire à coup sûr s'il s'agit d'une amylose, d'une hypertrophie dans le cadre d'une insuffisance rénale, dans le cadre d'une oxalose cardiaque ou dans d'autres atteintes. Donc, votre analyse quantitative visuelle, l'analyse du cardiologue, ne peut pas tout faire. Concernant le dépistage précoce, une chose importante est d'observer, alors que le malade présente une contraction ventriculaire gauche plutôt correcte, eh bien une dysfonction de la diastole. Son cœur a un problème de remplissage, et vous le voyez par l'analyse Doppler, avec ici un Doppler que l'on fait sur la valve mitrale, où vous observez en fait les flux de remplissage en diastole, d'abord passifs, par un mécanisme de succion du ventricule, qui va ouvrir la valve mitrale et faire amener donc le sang dans le ventricule gauche, et puis derrière par la contraction de la systole auriculaire. Et ce profil, en fait, vous indique quoi? Vous indique eh bien, que d'un seul coup, dès l'ouverture myocardique, vous avez beaucoup de sang qui rentre dans le myocarde, avec derrière une faible contraction auriculaire. Ça s'appelle un profil restrictif en échographie cardiaque, et ça témoigne de pression de remplissage élevée, et donc d'un problème du remplissage cardiaque de la diastole. Ça, c'est des formes précoces d'amylose cardiaque. Dès le début, vous pouvez avoir ces anomalies Doppler. Alors, dans les années 1990 et 2000, le Doppler tissulaire est apparu. C'est en fait une analyse par une méthode Doppler du tissu, du déplacement du cœur. Et on observe en fait dans l'amylose et dans les cardiopathies infiltratives des problèmes justement de mouvement cardiaque, à savoir un cœur qui, comme il est infiltré, se déplace bien moins. Par conséquent, vous avez ici en systole, si on voit le petit complexe QRS ici, l'onde qui est bien moins élevée que ce qu'on pourrait l'attendre, c'est l'onde S. Et puis l'onde de relaxation du tissu lors de la diastole, quand le myocarde va se relâcher et l'anneau va redescendre vers l'oreillette, eh bien cette onde de relaxation va être anormalement perturbée. Ces dysfonctions diastoliques précoces doivent vous mettre la puce à l'oreille, mais certaines cardiopathies hypertrophiques, qui ne sont pas des amyloses, vont avoir ce pattern de dysfonction diastolique et de patients avec des OAP, de l'insuffisance cardiaque et toutes les autres anomalies que je vous ai citées au préalable. Donc ça n'est pas spécifique. Autre paramètre échographique intéressant, les patients en amylose ont très souvent, à un stade un peu plus avancé, une infiltration amyloïde valvulaire, et vous observez très souvent des fuites, souvent de bas grade, aortiques. Vous le voyez ici, on voit une valve aortique en courax avec ses 3 sigmoïdes et une fuite centrale. Ici, une fuite mitrale avec une valve épaissie, avec l'absence de calcification qui doit vous mettre la puce à l'oreille. Ce type d'anomalie valvulaire, on le voit aussi avec l'âge, ce qu'on appelle le remaniement dégénératif valvulaire, et c'est des choses qui sont souvent un peu moins prononcées que l'infiltration amyloïde dans les cardiopathies. Enfin, on va parler d'un indice et d'une notion, depuis ces 5 dernières années, beaucoup plus intéressante pour l'amylose et même beaucoup plus intéressante pour l'échographie cardiaque en général. Eh bien, nous avons décortiqué la systole ventriculaire. Nous avons décortiqué la fonction de pompe du cœur. On s'est rendu compte, en fait, tout simplement, que Dame Nature faisait bien les choses, à savoir que quand vous avez une contraction d'un ventricule, elle utilise un minimum d'énergie pour un maximum d'efficacité. Alors, comment fait-elle? Elle va utiliser une systole avec 3 mouvements. Un mouvement de contraction qu'on va appeler longitudinal, c'est-à-dire que le cœur eh bien, va avoir le mouvement de l'anneau mitral ici qui va monter vers l'apex. Là, il s'agit d'un ventricule gauche. La cavité est à l'intérieur et la paroi est dessinée ici. Vous avez une vue du ventricule gauche qui est en 4 cavités. Et cette contraction longitudinale va avoir donc un raccourcissement de fibres, puisqu'on parle de contraction, sur un grand axe. Vous avez également 2 autres composantes, la contraction radiale, qui est en fait l'épaississement du cœur quand on le regarde en courax, quand on saucissonne le cœur, et vous avez un épaississement de cette paroi qui en fait intervient dans la contraction. Et puis 3e paramètre de contractilité, la contraction circonférentielle, qui est en fait liée au mouvement de twist des fibres myocardiques et qui en fait va également permettre une contraction supplémentaire. Alors, ces 3 composantes contractiles vont à elles 3 former la fonction systolique, et le système est très intelligent, à savoir que le système le plus fragile est la composante longitudinale très souvent, et la composante longitudinale va en premier lieu s'abaisser, au début compensée par les autres contractilités, c'est-à-dire que le radial et le circonférentiel vont compenser le déficit de contraction longitudinale, et c'est la raison pour laquelle, le cardiologue, devant les images ventriculaires, va trouver que le cœur, eh bien, va avoir
se contractent pas si mal. Vous voyez ici un patient, je vais vous montrer toutes les mêmes images, et les images de valve étaient le même patient. C'est un patient, en fait, pour lequel on fait une échographie cardiaque et on regarde son ventricule gauche. Ici, c'est des coupes centrées sur le ventricule gauche. En 4 cavités, vous voyez le ventricule droit ici, en 2 cavités et en 3 cavités, et vous observez la contraction myocardique. Alors, comment on peut étudier la déformation, qu'elle soit longitudinale ou radiale? Eh bien, on va étudier d'abord la contraction longitudinale, parce que c'est un paramètre que je viens de vous dire qui est très sensible et qui va s'abaisser en premier lieu dans l'amylose. Alors, des logiciels existent. Vous voyez ici, il s'agit des mêmes coupes sur lesquelles on a appliqué un logiciel qu'on appelle un ROI. C'est un calque que met la machine sur le myocarde. Et ce calque va permettre en fait de traquer, c'est-à-dire de suivre chaque pixel de l'image. Et vous allez comme ça analyser la déformation cardiaque par l'analyse des pixels. Vous avez ici, une fois que le logiciel se met en route, un codage couleur de la contraction. Et ce codage couleur vous permet également d'avoir des valeurs. Je vous parle d'une contraction, donc un raccourcissement de fibre entre l'apex et la base. Et par conséquent, on a une valeur négative. Et vous voyez ici des indices de déformation à moins 17% de raccourcissement de fibre cardiaque, ici moins 18%, et les autres valeurs en dessous, avec des courbes de déformation. Vous voyez, ces courbes sont négatives puisque la fibre se raccourcit par sa contraction et revient à sa position initiale. Cette analyse-là, faite dans les 3 coupes cardiaques, vous donne ce qu'on appelle un aspect de bullseye, c'est-à-dire un aspect d'une visualisation en perspective. Il faut voir ceci comme un cœur que vous le voyez comme une tête d'obus. Vous sortez le cœur, vous avancez, vous voyez la pointe du cœur devant, la base cardiaque au loin derrière, et vous observez quoi? Eh bien, plus c'est rouge, plus vous avez de contraction, plus l'indice de déformation est négatif et fort, c'est-à-dire moins 20, moins 24, et plus la contraction est normale, et plus vous avez des indices faibles comme 4, et plus il y a des problèmes de contraction. Vous voyez que ce cœur, globalement, a un gros problème de contraction au niveau de la base, au niveau de la couche médiane, et au milieu, vous avez une contraction préservée. Eh bien, ceci, messieurs, dames, est globalement l'apport la déformation, de l'étude de la déformation longitudinale dans les amyloses. Depuis 2009, un dénommé Phelan australien a en fait effectué une étude sur quelques cas d'amylose en retrouvant cet aspect du polar map systématique, quasi-systématique dans les amyloses, avec chaque fois une préservation de la contraction longitudinale à l'apex du cœur et une défaillance au niveau de la couronne basale et de la couronne médiale. Vous voyez ici, c'est des exemples avec des cardiopathies amyloïdes, des cardiopathies sarcomériques et des cardiopathies hypertrophiques post-hypertensives. Alors que les fractions d'éjection sont toutes préservées à 60%, vous avez des aspects de déformation longitudinale qui diffèrent. C'est très intéressant puisque dans une pratique clinique quotidienne, quand vous avez une hypertrophie ventriculaire, vous appliquez ce logiciel-là et vous regardez le résultat. Et cette étude vous montre sur plus de patients des courbes de précision diagnostique où vous avez une plus-value, même chez des cardiologues très jeunes, à un dépistage de cardiopathie amyloïde, justement par cet aspect du polar map en cocarde avec un renforcement de l'apex. De plus, ces paramètres de déformation ont un intérêt en termes de pronostic, vous le voyez sur les courbes, et c'est la raison pour laquelle il faut utiliser ces logiciels d'analyse ventriculaire gauche plus que la fraction d'éjection. C'est parce que la fraction d'éjection est maintenue pendant très longtemps préservée par les composantes radiales circonférentielles que les cardiologues tardent à dépister la dysfonction myocardique. Donc par conséquent, et c'est là la suite, on va utiliser cette déformation maintenant pour le ventricule droit. Des études sont en cours concernant le ventricule droit. On va rechercher une hypertrophie, certes, mais on va rechercher également des problèmes de déformation. Et toute cette analyse nous met de plus en plus sur des dépistages précoces de cardiopathie amyloïde. Donc finalement, le take-home message de ma présentation, vous faites un interrogatoire approfondi, vous analysez attentivement l'électrocardiogramme, vous utilisez les bons outils échographiques, surtout le strain longitudinal, et vous essayez comme ça de faire des dépistages précoces avec derrière des biopsies. Et j'ai repris en conclusion et pour finir une phrase qu'un de mes maîtres avait dit, en médecine, on ne trouve que ce que l'on cherche et on ne cherche que ce que l'on connaît. Si bien que pour pouvoir dépister de l'amylose quand on est cardiologue, il faut maîtriser le strain longitudinal, l'échographie correctement et la pathologie correctement. Voilà, je vous remercie.